Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Les titres de ce soir. Des pluies intenses dans la capitale et les régions du nord. Autre actualité nationale, une réunion avec une délégation des centres hospitaliers universitaires de la France. Aux nouvelles mondiales à présent, la communauté internationale salue les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou, égalant les détails dans ce journal de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, l'actualité de ce journal est marquée par des pluies intenses qui ont touché plusieurs régions du pays, comme prévu par les météorologues hier soir. Ce matin, la capitale ainsi que dans les villes comme Tadjoura et Obok ont reçu des pluies modérées, tandis que le sud est resté un peu sec. Et si ces précipitations sont un soulagement pour les zones rurales, elles ont aussi causé quelques désagréments en ville, notamment à Djibouti-Ville où des flaques d'eau perturbent les circulations sur certains axes. Par ailleurs, l'oued d'Ambouli est partiellement en crue en raison de fortes pluies sur le littoral et à Obok. L'oued Sadaï à la sortie de la ville est également en crue. À Tadjoura, des averses ont touché la ville et les pluies ont été plus intenses dans les montagnes, notamment à Randa et Dora, bien que ces intempéries aient causé des inondations localisées et des ralentissements de la circulation. Elles apportent un réel soulagement pour les terres agricoles et les pâturages souvent touchés par des climats secs. Le ciel reste couvert et des averses intermittentes continueront de se produire, surtout sur les côtes. Dans l'après-midi d'aujourd'hui, le tableau s'était plus contrasté avec des éclaircies qui apparaissaient. En soirée, les nuages pourraient à nouveau se rassembler annonçant de nouvelles pluies dans la capitale et sur le littoral. À Djibouti-Ville, les habitants habitués à des caprices du temps observent la pluie avec une certaine mélancolie. Dans l'après-midi d'aujourd'hui, des éclaircies apparaissaient, mais attention, de nouvelles pluies sont possibles en soirée sur la capitale et le littoral, bien que ces précipitations soient bénéfiques pour l'environnement. Elles rappellent aussi la fragilité de notre écosystème face au changement climatique. Les conditions restent donc instables et le risque de pluie persiste sur une grande partie du territoire. Et donc l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti en pointe pour informer la population djiboutienne, les institutions publiques et privées sur les conditions climatiques qui a publié les prévisions météorologiques pour la journée de demain, samedi 23 novembre 2024. L'atmosphère restera toujours instable, le temps sera nuageux, avec possibilité de pluies intermittentes, faibles à parfois modérées, sur les zones côtières, y compris Djibouti-Ville. La visibilité sera bonne, la mer sera peu agitée, temporairement agitée. Nous conseillons de suivre les bulletins de la météo pour éviter tout risque face aux phénomènes climatiques, surtout lors des voyages sur les routes ou lors des sorties en mer. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dewale, a eu l'honneur de visiter le siège du Qatar Fund for Development en compagnie de M. Daïb, son excellence M. Daïb, ambassadeur de Djibouti au Qatar. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de Djibouti à renforcer ses partenariats avec des institutions financières et de développement de premier plan. Au cours de cette rencontre, M. Ilyas Moussa Dewale a eu le privilège d'être le premier visiteur officiel de M. Fahad Suleiti, récemment nommé directeur général du QFFD, qui a pris ses fonctions il y a seulement 3 jours. Cette première rencontre a permis d'initier un dialogue constructif sur les opportunités de collaboration entre Djibouti et le Fonds. Les discussions étaient riches et fructueuses, abordant les secteurs d'intervention prioritaires identifiés pour le développement économique de Djibouti. Le ministre djiboutien et Suleiti ont convenu d'initiatives visant à soutenir les projets d'infrastructure, de développement durable et d'autonomisation des communautés locales. Ce consensus marque une avancée significative dans l'établissement d'un cadre de coopération solide et mutuellement bénéfique. Cette collaboration active dans des domaines clés nous permettra de réaliser des progrès significatifs dans les objectifs de développement économique, social et environnemental du pays. L'ambassadeur Dave a également exprimé son enthousiasme quant aux perspectives de ce partenariat. En conclusion, cette visite a non seulement été l'occasion d'établir des relations plus étroites entre Djibouti et le KFFD, mais aussi de poser les bases d'une coopération durable qui bénéficiera tout aux citoyens djiboutiens qu'à ceux du Qatar. Le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Nabil Mohamed Ahmed, a eu l'honneur de recevoir dans son cabinet une délégation des centres hospitaliers universitaires de Lyon et du Grenoble. Les détails avec Fardous.
De l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed a eu l'honneur de recevoir dans son cabinet une délégation des centres hospitaliers de Lyon et de Grenoble. La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération en matière de recherche médicale, s'est tenue en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et le président de l'Université de Djibouti. Cette visite marque un tournant important dans les relations de Djibouti avec les institutions médicales prestigieuses françaises. L'Université de Djibouti est un acteur clé de la formation et de la recherche dans le pays, engagé dans la promotion de la qualité académique et scientifique. C'est un honneur pour moi d'être reçu ce jour par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Santé de la République de Djibouti. Un honneur parce que la santé est un des piliers majeurs de notre coopération avec Djibouti, parce que nous investissons beaucoup en moyens, mais nous investissons aussi beaucoup en expertise. Et ce sont souvent les hommes et les femmes qui font cette coopération. Cette mission aujourd'hui de Lyon témoigne de l'engagement que beaucoup de CHU, d'universités, de facultés de médecine, d'établissements hospitaliers, pas forcément d'ailleurs des CHU, qui se mobilisent pour cette coopération avec Djibouti. Il y en a beaucoup pour un pays d'1 million d'habitants. C'est assez incroyable de voir que nous avons sans doute au moins une vingtaine ou une trentaine de coopérations existantes entre les deux pays sur ce domaine de la santé. Et c'est quelque chose qui doit nous encourager dans cette voie. Nous sommes ici aussi nous avons la chance d'avoir la présence du professeur Arvieux du CHU de Grenoble, qui témoigne qui n'est pas de Lyon, mais pas très loin, mais enfin qui témoigne en tout cas de cet engagement qui est sur tout le territoire français, des engagements, des histoires, des intimités, des relations entre Djibouti et la France dans ce domaine de la santé, et c'est très important. On écoute à présent la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, son Excellence, M. Nabil. Très heureux aujourd'hui, ce matin, d'accueillir dans mon bureau une forte délégation qui nous vient de l'Université Claude Bernard de Lyon et du Centre de formation par simulation de Lyon également. Très heureux également d'accueillir son Excellence le ministre de la Santé. Tous les secteurs, je dirais, de la santé militaire, que ce soit du côté djiboutien ou français, et le représentant ici à Djibouti de la coopération française qui nous accompagne dans ce projet donc, de formation de nos médecins à partir de la simulation. Ce projet est d'une très grande importance parce qu'il permet à un grand nombre de spécialistes, de médecins, de sages-femmes, de paramédicaux dans leur ensemble d'être formés à partir d'outils de simulation en utilisant tout simplement des mannequins sur des aspects assez particuliers d'intervention, qu'elles soient simples ou beaucoup plus compliquées au niveau des spécialistes. Donc la partie lyonnaise et française nous accompagne dans ces formations que nous avons souhaité dans nos discussions durables dans le temps, et puis qu'elles puissent s'inscrire également dans une évolution et une évaluation des connaissances, du savoir qui a été pris de deux côtés. Mais je pense que cette collaboration, elle est positive dans les deux sens. Ce que nous apprenons du côté français, le côté français également apprend par rapport à notre condition de développement et des situations assez particulières, je dirais. Mais ça s'inscrit également comment prendre en situation d'urgence au niveau de la gestion des risques et des catastrophes, comment prendre, soigner des gens qui sont soumis à des conditions, à des accidents en conditions de catastrophe, et comment on peut les prendre en charge dans un premier temps pour pouvoir les soigner et les aider. L'autre élément important, ça s'inscrit également dans le développement du centre hospitalier universitaire de Djibouti. Je pense que le ministre de la Santé parlera de façon plus appropriée par rapport à moi en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Ça prouve quoi? D'abord qu'il y a une coopération très forte entre les deux ministères et celui, bien sûr, des armées, et renforcé par cette coopération que nous remercions encore une fois de la partie française qui a dépêché aujourd'hui, je dirais, parmi les plus éminents professeurs, connaisseurs de ces technologies, de ces techniques de formation en matière de simulation.
On écoute à présent la réaction des CHU respectifs de Lyon et de Grenoble. D'avoir été invité à Djibouti pour partager mon expérience en tant que pilote national de la formation en France, chirurgie en situation de guerre et de catastrophe. Nous avons organisé une journée de formation pour les internes de 7e année qui associera des enseignants djiboutiens et français avec des séances de simulation l'après-midi qui porteront sur l'échographie FAST qui va prendre une importance considérable, je pense, dans la prise en charge des traumatisés graves, mais plus largement des urgences, et sur le triage donc, que nous effectuons par un jeu de cartes. C'est la 3e année que cette formation a lieu à Djibouti et toujours adressée aux internes de 7e année. J'espère qu'elle aura du succès comme les autres. Et je remercie encore monsieur le président de l'université, messieurs les ministres. Je suis le fondateur de ce qui est maintenant le centre de simulation de Lyon, Simulion, dont le professeur Imélé est l'actuel directeur. Alors le Simulion est un groupement d'intérêt scientifique avec deux têtes dirigeantes. D'une part, le CHU de Lyon, c'est-à-dire les hôpitaux de Lyon, et d'autre part, l'université Claude Bernard. Et donc ce centre de simulation a pris une place grandissante depuis, on va dire, une quinzaine d'années, avec un développement de ses enseignements, la simulation étant devenue un outil pédagogique vraiment très très important pour les étudiants en médecine, mais aussi tous les étudiants en soins infirmiers. Et le principe, c'est de faire travailler en équipe des personnels multiprofessionnels, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers, des aides-soignants aussi. Et donc on les fait travailler ensemble comme ils devront travailler dans des équipes hospitalières, comme ils vont pouvoir travailler dans un bloc opératoire par exemple. Autre actualité de ce soir, hier 21 novembre 2024, le Palais du Peuple a abrité un événement grandiose pour la célébration de la Journée internationale des professeurs français, orchestrée par l'Association djiboutienne des professeurs de français. Les détails. Le Palais du Peuple a abrité un événement grandiose ce jeudi avec la célébration de la Journée internationale des professeurs de français. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, du directeur de l'Institut français de Djibouti, des écrivains djiboutiens, des hauts cadres du MENFOP ont également honoré de leur présence cet événement. Cette journée vise à célébrer le dévouement des enseignants de français comme de véritables champions de la langue, de la culture. Les activités proposées incluent des échanges dynamiques, des moments conviviaux, de partage des pratiques innovantes et pédagogiques. Nous allons écouter le discours prononcé de la présidente de l'Association des professeurs de français. Avec une joie profonde et un honneur sincère que je prends la parole en cette journée mémorable du 21 novembre 2024 pour célébrer ensemble le jour du professeur de français. C'est avec un enthousiasme renouvelé que l'Association des professeurs de français célèbre pour la 3e année consécutive cet événement qui consacre notre engagement commun envers la langue française. Depuis sa relance en décembre 2021, l'association a accompli des initiatives remarquables et enrichissantes touchant un large public, notamment scolaire. Parmi ces actions figurent des sorties pédagogiques inspirantes, des concours de langues stimulants, ainsi qu'un éventail d'activités valorisant la francophonie et mettant à l'honneur ce jour si spécial dédié aux professeurs de français. Qui font que nos élèves puissent réussir, soient performants. S'il n'y avait pas les enseignants de français, il n'y aurait pas le rayonnement dans la langue française. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis fier, moi qui suis amoureux, même professeur d'EPS, inspecteur, dans la langue de Molière, d'être à côté de ces prestigieux enseignants. Innovation. On écoute à présent la directrice du CREFA et le directeur de l'IFT. Voici leurs propos. D'abord, de vous souhaiter une très très bonne fête
la fête internationale du professeur de français. Nous en sommes à la 6e édition de cette fête qui a été instituée en 2018 sous l'impulsion du président Macron dans le cadre de son plan pour la francophonie. Et la première édition a été célébrée partout dans le monde en 2018. Vous êtes plus d'1 million d'enseignants de français répartis sur les 5 continents. Et aujourd'hui, nous sommes ici, à Djibouti, au Palais du Peuple, mais sachez qu'en ce même moment, des milliers d'enseignants célèbrent par différentes activités cette fête. Je me sens très proche de vous. Je sais ce que c'est qu'une classe de français. Je connais les défis qu'un enseignant doit relever au quotidien et qui, avec l'avènement du monde moderne, avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, prennent une toute autre dimension. Nous savons aussi que les élèves changent, que les élèves que moi j'avais il y a un certain nombre d'années ne sont plus les élèves d'aujourd'hui. Et l'enseignant doit s'adapter constamment à ce monde changeant et être au plus près de son élève, parce qu'une éducation réussie est une éducation qui met au cœur l'élève. En incluant les instituteurs, vous êtes aujourd'hui, je crois, un peu plus de 2400 sur le territoire djiboutien à enseigner cette langue que nous avons en partage. Vous pouvez être fiers de vous et j'encourage évidemment tous les élèves ici ce soir à continuer cet enseignement, à promouvoir le métier de professeur de français à tous les professeurs et à tous les élèves, de sorte que ce métier perdure dans le temps. Nous savons que parfois à Djibouti, le français souffre d'un petit déclin, mais nous savons compter sur votre courage et votre encouragement pour permettre à tous ces élèves de continuer de parler français en classe, à la maison, avec leurs amis, de sorte que le français puisse, sur ce petit territoire francophone entouré de pays anglophones, continuer d'exister. Donc bravo à vous. Je voudrais simplement vous dire, au nom de l'ambassade de France et de Madame l'ambassadrice de France, qui malheureusement ne pouvait pas être présente ce matin, tout le respect et toute la gratitude que l'on a pour votre métier et pour l'engagement que vous avez éprouvé dans l'organisation de cette journée, pour votre présence encore une fois. Direction le Nord à présent, où dans le cadre de la planification stratégique de son développement, la République de Djibouti s'est dotée d'une vision à long terme 2035 qui est opérationnalisée par des plans quinquennaux successifs. Après le premier plan national de développement SCAP 2015-2019, le deuxième plan Djibouti ici 2020-2024 arrive à son terme dans quelques semaines. Ce PND est composé de 3 axes stratégiques alignés sur les priorités de la vision Djibouti 2035 et l'agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable. Il couvre la période 2020-2024 en tant que document de référence pour toutes les autres planifications nationales, mais aussi pour les partenaires au développement à cet atelier présent le préfet Abbas et le président du conseil régional, M. Omar Hussein. Conformément au principe de gestion axé sur le résultat et en vue de l'élaboration du 3e plan quinquennal 2025-2029, le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie procède donc à des consultations avec toutes les parties prenantes pour réaliser un bilan du PND Djibouti ici. L'objectif de cette revue est d'apprécier le progrès vers l'atteinte des objectifs fixés pour le PND, de dégager les forces et les faiblesses ainsi que les acquis et les contraintes, les leçons apprises et de formuler des recommandations pour l'élaboration des prochains PND 2025-2029 après les consultations qui ont été organisées à Djibouti-Ville durant un mois avec tous les acteurs de développement autour des thématiques portant sur le social, le secteur productif, les infrastructures, la gouvernance, le capital humain, l'environnement et le numérique. L'exercice de revue sera mené dans les régions. On écoute à présent un extrait du consultant et de la sous-directrice de ce projet. On a proposé, a eu l'accord et l'approbation des hautes autorités du pays, notamment son Excellence le Président de la République et plusieurs ministères qui ont manifesté leur intérêt et leur contribution pour réaliser ce travail dans les meilleures conditions. Nous avons entamé des investigations au niveau central avec les différentes parties prenantes
Et ce qui nous manque pour compléter le travail, c'est d'écouter les acteurs et les responsables régionaux. Et là, je tiens à remercier Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil régional qui nous ont manifesté leur volonté de contribuer et de faciliter notre travail. Alors aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la revue finale du PND Djibouti ici, qui s'est étalée de 2020 à 2024. Et on a déjà fait un mois d'atelier au niveau de Djibouti. On a consulté en long et en large les départements sectoriels. Là, nous avons jugé utile aussi de demander à la population et surtout à la société civile quelles ont été les grandes réalisations par rapport au PND Djibouti ici et quels ont été ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et quelles sont les perspectives surtout pour les prochains plans de Djibouti ici. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés dans la région. Hier, on a eu quelques réunions avec les autorités locales. Aujourd'hui, on aimerait écouter les réactions et les aspirations de la population locale par rapport au PND. Toujours dans le nord, à Tadjoura, dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'enfant, un groupe de jeunes collégiens a été reçu au bureau du préfet de la région de la Ville Blanche pour un échange exceptionnel et constructif. Au cours de cet entretien, les jeunes membres du comité des jeunes ont posé des questions portant sur des sujets cruciaux pour leur avenir, notamment la santé, l'éducation, le transport et les opportunités de travail. Leur démarche empreinte de curiosité et de responsabilité a permis d'abord les préoccupations majeures des enfants et des jeunes de la région. Le préfet a répondu avec satisfaction à toutes les interrogations, remettant en lumière les projets et initiatives que les autorités locales prévoient pour améliorer l'avenir des enfants. Il a partagé des perspectives prometteuses. Les jeunes impressionnés par la vision positive et l'engagement du préfet ont exprimé leur gratitude pour l'accueil chaleureux et la disponibilité dont ils ont fait preuve. Cette rencontre incarne l'importance du dialogue entre les autorités et les jeunes et souligne la volonté partagée de bâtir un avenir meilleur pour tous les enfants de Tadjoura. Direction la Somalie à présent. Comme chaque année, la Somalie célèbre le 21 novembre la journée des enseignants somaliens. Cette année, des grandes cérémonies ont été organisées à travers tout le pays pour rendre hommage au rôle crucial joué par les enseignants dans le développement de l'éducation. Les enseignants occupent une place importante en Somalie. Le ministère de l'Éducation recrute chaque année environ 3000 enseignants afin de renforcer le système éducatif. Le président somalien, son Excellence Dr Hassan Sheikh Mahmoud, a salué le travail remarquable accompli par les enseignants, affirmant que l'enseignement est l'une des professions les plus nobles qu'un citoyen somalien puisse exercer. Il a également promis que le gouvernement accorderait une attention particulière à l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Les enseignants somaliens ont joué un rôle fondamental dans la préservation de l'éducation durant les années de crise et d'effondrement, formant des générations entières et les protégeant de l'ignorance. Aujourd'hui, l'État aspire à reconnaître leurs efforts et à leur rendre hommage pour leur dévouement et leur sacrifice. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, la communauté internationale salue les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Gaillon. Le reportage avec Fardous. La communauté internationale salue les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Galland. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a exprimé que les mandats d'arrêt émis jeudi par la Cour pénale internationale, la CPI, devaient être respectés et appliqués. La décision de la Cour doit être respectée et appliquée, a dit M. Borrell lors d'une conférence de presse à Amman avec son homologue jordanien. Les mandats d'arrêt délivrés par la CPI à l'encontre de Netanyahou et de Gallant suscitent un espoir que la justice sera rendue. Cette décision est une étape cruciale pour traduire en justice les autorités israéliennes qui ont commis un génocide à l'encontre des Palestiniens. La France continuera à soutenir les actions de la CPI contre Israël, a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. La Cour est garante de la stabilité internationale et doit pouvoir agir dans toutes les situations de manière indépendante et impartiale, a déclaré le moine lors d'une conférence de presse à Paris. À Gaza, à présent, au moins 66 Palestiniens tués aux alentours de l'hôpital Kamal Adwan. Le reportage toujours avec Fardous.
66 Palestiniens ont été tués aux alentours de l'hôpital Kamal Adwan. Le nord de Gaza a été frappé par l'une des frappes les plus meurtrières de ces dernières semaines. Une frappe aérienne israélienne a détruit un bloc résidentiel entier à proximité de l'hôpital Kamal Adwan situé à Beth Lahia, tuant sur son passage au moins 66 personnes. Cette région continue de subir une vague de violence meurtrière alors qu'Israël intensifie ses frappes dans l'enclave palestinienne. Mercredi soir, 95 Palestiniens ont été tués lors de 3 vagues de frappes israéliennes ciblant Beth Lahia, le quartier de Sheikh Radwan et Al-Mawasi à Gaza. Parmi les victimes figure un grand nombre de femmes et d'enfants selon les sources médicales locales. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.